Nous n'avons pas ce genre d'argent qui traîne, Émilie. Tu dois être réaliste à ce sujet. Mon père se tenait dans l'encadrement de la porte de mon appartement, les bras croisés, le visage sévère. Derrière lui, ma mère acquiesçait, la bouche pincée dans une fine ligne de désapprobation. Je restais là, mon fils de 7 ans, Ethan, endormi dans la pièce d'un accent grave côté. Sa respiration était laborieuse, même avec l'appareil à oxygène en marche. Les factures médicales étaient étalées sur ma table de cuisine comme des preuves accusatrices de mes échecs. 85 000 $. C'était le montant que le spécialiste avait indiqué pour le traitement expérimental qui pourrait sauver la vie d'Ethan. Son rare problème cardiaque ne répondait plus au traitement conventionnel, et le temps pressait. Je m'appelle Émilie et j'ai 31 ans. Je vis à Columbus, dans l'Ohio, où je travaille comme professeur de sciences au collège tout en élevant Ethan seul. Son père est parti quand Ethan a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans, il n'a pas pu gérer le fait d'avoir un enfant malade. C'était il y a 4 ans, et je mène cette bataille seul depuis lors. Mes parents vivaient à 20 minutes de là, dans leur confortable maison de banlieue, la même maison où la chambre d'enfant de ma jeune sœur, Claire, était toujours conservée comme un sanctuaire. Réaliste, ai-je répété, ma voix se brisant. Mon fils pourrait mourir sans ce traitement. Le médecin a dit qu'il lui restait peut-être 6 mois si nous n'agissons pas maintenant. Ma mère s'est avancée, sa main touchant le bras de mon père de la façon dont elle le faisait quand elle voulait adoucir son message mais ne le contredirait pas. Chérie, nous comprenons que c'est difficile, mais nous t'avons déjà tellement aidé au fil des ans. Nous avons payé 3 de ces opérations. Nous ne pouvons pas simplement vider nos comptes de retraite. Je ne vous demande pas de les vider. Je demande un prêt. Je vous rembourserai chaque centime. Je trouverai un deuxième emploi. Je ferai tout ce qu'il faut. Mon père a secoué la tête. Émilie, tu as déjà du mal à joindre les deux bouts. Comment pourrais-tu nous rembourser? Sois raisonnable. Il existe des plans de paiement, des options de financement médical. Tu devrais te renseigner à ce sujet. Je m'étais renseigné à ce sujet. J'avais passé des semaines à explorer toutes les voies possibles. Les plans de paiement prendraient trop de temps. Ethan n'avait pas des années à attendre. Les sociétés de financement médical voulaient des taux d'intérêt qui m'enterreraient pendant des décennies, et la plupart ne m'approuveraient pas de toute façon parce que j'étais déjà noyé sous les dettes médicales. J'ai tout essayé d'autre, ai-je dit doucement. Vous êtes mon dernier espoir. L'expression de ma mère s'est légèrement adoucie, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait convaincre mon père. Mais il a repris la parole, sa voix ferme. Nous ne pouvons pas le faire, Émilie. Je suis désolé, mais nous devons aussi penser à notre propre avenir. Nous ne rajeunissons pas. Ils sont partis peu après, et je suis resté à la fenêtre, regardant leur voiture s'éloigner. Le poids de leur refus s'est abattu sur moi comme une couverture étouffante. Je suis allé dans la chambre d'Ethan et me suis assise à côté de son lit, écoutant le sifflement régulier de l'appareil à oxygène. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait de façon irrégulière. Il avait l'air si paisible dans son sommeil, ignorant que ses propres grands-parents venaient de sceller son destin. J'ai passé des appels le lendemain. J'ai contacté tous les membres de ma famille auxquels je pouvais penser, des cousins éloignés, les frères et sœurs de ma mère, tous ceux qui pourraient aider. La plupart ont offert de la sympathie et de petites sommes qui ne feraient pas la différence. Ma tante Teresa a envoyé 500 $ avec une note disant qu'elle aurait aimé que ce soit plus. J'ai apprécié chaque centime, mais j'essayais de remplir un océan avec une cuillère à café. 2 semaines plus tard, je suis rentré d'une journée particulièrement brutale à l'école et j'ai trouvé Ethan qui avait du mal à respirer. Ses lèvres avaient une teinte bleue qui a semé la panique en moi. J'ai appelé l'ambulance, et ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Le médecin l'a stabilisé, mais le cardiologue m'a mis à part avec une expression sombre. Son état se détériore plus vite que nous ne l'avions prévu, a déclaré le docteur Morrison. Sans le traitement dont nous avons parlé, je dirais qu'il lui reste 3 mois au maximum, peut-être moins. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Mon bébé avait 3 mois à moins que je ne puisse trouver 85 000 $. J'ai lancé une campagne de financement participatif ce soir-là, y mettant tout mon cœur dans la description, partageant des photos du sourire éclatant d'Ethan d'avant qu'il ne tombe si malade. Des amis l'ont partagé, des professeurs de mon école ont fait des dons, et même certains parents de mes élèves ont contribué. Mais après 2 semaines, je n'avais recueilli que 12 000 $. Ce n'était même pas assez.
Puis est venu l'appel téléphonique de Claire. La voix de ma sœur était essoufflée d'excitation. « Émilie, j'ai une nouvelle incroyable. Jeffrey m'a demandé en mariage. On va se marier. » J'ai essayé de faire preuve d'enthousiasme malgré la lourdeur dans ma poitrine. « C'est merveilleux, Claire. Félicitations. Je sais, n'est-ce pas? Et maman et papa sont incroyablement généreux. Ils paient tout le mariage. Tu peux y croire? Ils ont dit qu'on pouvait avoir tout ce qu'on voulait. Pas de limite de budget. Jeffrey et moi, on pense à un mariage à l'étranger. Peut-être en Italie ou dans le sud de la France. Oh, Émilie, ça va être absolument parfait. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Pas de limite de budget? Aucune. Papa a dit que c'était le jour spécial de sa petite fille, et que rien n'était trop beau. On rencontre des organisateurs de mariage la semaine prochaine. Le mariage n'aura pas lieu avant 1 an, mais on veut commencer à planifier maintenant pour être sûr d'avoir exactement ce qu'on veut. Je restais là, dans mon minuscule appartement, des factures médicales empilées sur toutes les surfaces, mon fils se battant pour chaque respiration dans la pièce d'un accent grave côté, et j'écoutais ma sœur s'extasier sur son budget de mariage illimité. Quelque chose de froid et de dur s'est formé dans ma poitrine, une graine de compréhension qui allait prendre racine et grandir dans les mois à venir. Les mois qui ont suivi ont été un flou de visites à l'hôpital et de désespoir croissant. J'ai utilisé au maximum toutes les cartes de crédit que je possédais, j'ai contracté des prêts personnels à des taux d'intérêt usuraires et j'ai vendu tout ce que je possédais de valeur. La bague de ma grand-mère, la seule chose de ma propre mère qui m'avait été donnée, est allée dans un prêteur sur gage pour $800. Ma voiture a été remplacée par une berline de 15 ans qui fonctionnait à peine. J'ai déménagé de mon appartement d'une chambre à un studio pour économiser sur le loyer. Pendant tout ce temps, les préparatifs du mariage de Claire ont progressé comme une force de la nature imparable. Chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique, chaque interaction revenait d'une manière ou d'une autre au mariage. Mes parents étaient consumés par cela, assistant à des dégustations dans des restaurants 5 étoiles, visitant des lieux en Toscane par appel vidéo, discutant d'arrangements floraux qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. J'ai essayé d'être heureuse pour Claire. Vraiment. C'était ma petite sœur, et il fut un temps où nous étions proches. Mais cette proximité s'était estompée au fil des ans, car il était devenu clair que nos parents nous voyaient très différemment. Claire était l'enfant chéri, celle qui faisait tout bien. Elle a obtenu son diplôme universitaire avec mention, a décroché un emploi prestigieux dans une entreprise de marketing, a fréquenté le bon genre d'hommes issus de bonnes familles. J'étais celle qui était tombée enceinte à 23 ans d'un homme qui s'est avéré sans valeur, qui avait choisi l'enseignement plutôt qu'une carrière plus lucrative, qui ne pouvait même pas garder son fils en bonne santé. Un soir de juillet, ma mère m'a appelé. « Émilie, chérie, nous devons parler du mariage. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'étais épuisé, venant de terminer une session d'école d'été et ayant passé 3 heures à l'hôpital avec Ethan. « Eh bien, Claire veut que tu sois demoiselle d'honneur, bien sûr, mais les robes vont coûter environ $300, et nous avons besoin que tu commandes la tienne bientôt. » $300. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'était presque assez pour 2 semaines de médicaments d'Ethan. Je ne sais pas si je peux me le permettre en ce moment. Il y a eu une pause. Émilie, c'est le mariage de ta sœur. Je sais, mais les choses sont vraiment serrées. Les dépenses médicales d'Ethan. Tu parles toujours des dépenses médicales d'Ethan, a interrompu ma mère, sa voix prenant un ton tranchant. Je comprends qu'il soit malade, mais la vie continue pour le reste d'entre nous. C'est le jour spécial de Claire. J'ai fermé les yeux. Est-ce que je peux y réfléchir? La date limite pour commander est la semaine prochaine. Claire tient à ce que tu sois dans le cortège. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité de mon studio et j'ai pleuré. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma famille était-elle devenue si aveugle à ce qui se passait? Mon fils était en train de mourir, et il s'inquiétait des robes de demoiselle d'honneur et des plans de table. L'état d'Ethan a continué de décliner. Le traitement expérimental n'était plus une option. Nous avions manqué la fenêtre. Les médecins sont passés aux soins palliatifs, se concentrant sur le maintien de son confort. Chaque jour, je regardais mon fils s'éteindre un peu plus, son esprit brillant s'estompant en même temps que sa force physique. Il a cessé de demander quand il pourrait retourner à l'école. Il a cessé de parler de son désir de devenir scientifique quand il serait grand. Il savait,
comme les enfants le savent d'une manière ou d'une autre, qu'il était à court de temps. J'ai pris un congé de l'enseignement pour être avec lui. Mon directeur était compréhensif, mais c'était un congé sans solde, ce qui signifiait que ma situation financière déjà précaire devenait catastrophique. J'ai fait une demande pour tous les programmes d'aide, toutes les subventions, tous les organismes de bienfaisance que j'ai pu trouver. La plupart avaient des listes d'attente de plusieurs mois ou des critères que je ne remplissais pas. En septembre, 5 mois après que mes parents ont refusé de m'aider, a eu lieu l'enterrement de vie de jeune fille de Claire. Ma mère a appelé pour tout me raconter. Ils avaient loué une villa dans la Napa Valley pour le week-end. 12 des amis les plus proches de Claire. Tous frais payés par nos parents. Dégustation de vin, soins de spa, un chef privé. C'était absolument magique, s'est exclamée ma mère. Claire était si heureuse. Tu aurais dû voir son visage. Combien ça a coûté, ai-je demandé, incapable de m'en empêcher. Oh, je ne sais pas exactement. Ton père s'est occupé de tout ça. Peut-être 10 000 $? Mais ça valait chaque centime de voir Claire si joyeuse. 10 000 $. Plus d'un dixième de ce qui aurait pu sauver Ethan, dépensé pour un seul week-end. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi, un fondement de loyauté familiale auquel je m'étais accroché malgré tout. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit d'un ton neutre. Tu sais, Émilie, j'aimerais que tu essaies d'être plus enthousiaste à propos de ce mariage. Claire a l'impression que tu ne la soutiens pas vraiment. J'ai ri, un son dur qui m'a moi-même surprise. Claire a l'impression que je ne la soutiens pas. Elle en a l'impression. Elle a remarqué que tu étais distante. Et tu n'as toujours pas confirmé si tu seras demoiselle d'honneur. Je n'ai pas les moyens d'acheter la robe, maman. Je te l'ai dit. Eh bien, si tu gérais mieux ton argent, tu ne serais pas toujours dans cette situation. Les mots sont restés en suspens comme du poison. Mieux gérer mon argent? Comme si j'avais dépensé à la légère au lieu de me battre pour maintenir mon enfant en vie. Comme si le poids écrasant des dettes médicales était une sorte d'échec personnel plutôt que le résultat d'un système de santé défaillant et d'une famille qui avait choisi des fêtes somptueuses plutôt que la vie de son petit-fils. Je dois y aller, ai-je dit. Ethan a besoin de moi. Bien sûr qu'il en a besoin, a répondu ma mère, et j'ai entendu le jugement tacite dans son ton. Tu sais, Émilie, peut-être que si tu n'étais pas si concentrée sur les problèmes d'Ethan tout le temps, tu pourrais profiter davantage de la vie. Claire réussit si bien à tout équilibrer. J'ai raccroché sans dire au revoir. Octobre a apporté une vague de froid qui semblait s'installer dans mes os. Ethan allait et venait à l'hôpital, son petit corps menant une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Le médecin parlait à voix basse de semaine, pas de moi. Je passais chaque instant possible à son chevet, lui lisant ses livres préférés, lui racontant des histoires sur ce à quoi le paradis pourrait ressembler, tenant sa main pendant la douleur. Mes parents venaient parfois nous rendre visite, généralement en allant ou en revenant d'un rendez-vous lié au mariage. Ils restaient pendant 20 minutes, tapotaient maladroitement la main d'Ethan et repartaient avec des expressions de soulagement. Il était difficile d'observer leur malaise autour de leur petit-fils mourant, difficile de voir à quel point ils étaient impatients de s'échapper vers le monde plus joyeux des préparatifs du mariage. Claire est venue une fois. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la chambre d'hôpital d'Ethan, parfaitement vêtue de vêtements de créateur qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer, et a à peine tenu 5 minutes avant de prétendre qu'elle devait partir pour un essayage de robe. Il est si maigre, m'a-t-elle chuchoté dans le couloir, comme si c'était une nouvelle, comme si je n'avais pas regardé mon fils dépérir jour après jour. Oui, ai-je simplement répondu. Ça doit être si dur pour toi. Elle a touché mon bras dans un geste qui aurait pu être destiné à être un réconfort, mais qui semblait calculé. Mais tu es si forte, Émilie. Tu as toujours été forte. J'avais entendu ce mot si souvent au cours de la dernière année, généralement de la part de personnes qui étaient soulagées de ne pas avoir à être assez forte pour gérer cela seule. Assez forte pour ne pas avoir besoin d'aide. Assez forte pour regarder son enfant mourir pendant que sa famille dépensait une fortune pour une fête. Le mariage est dans 3 semaines, a poursuivi Claire. J'espère vraiment que tu vas reconsidérer ta décision d'être demoiselle d'honneur. Ça compterait tellement pour moi, et ça pourrait te faire du bien. Tu sais, une chance de célébrer quelque chose d'heureux, de faire une pause dans tout ça. Une pause, comme si je pouvais prendre des vacances de la mort de mon fils, comme si je pouvais afficher un sourire et une robe hors de prix et prétendre que tout allait bien pendant qu'Ethan se battait pour chaque respiration. Je vais y réfléchir,
ai-je menti parce que c'était plus facile que d'expliquer ce que ces mots me faisaient ressentir. Les invitations de mariage étaient arrivées à mon appartement 2 mois plus tôt. Papier cartonné épais avec dorure à chaud. L'ensemble d'invitations seul coûtait probablement $50 par invité. Je faisais les calculs automatiquement maintenant, convertissant tout en traitements médicaux que nous ne pouvions pas nous permettre. Les invitations auraient pu être un mois de physiothérapie. L'acompte du lieu aurait pu être une année de médicaments. J'ai appris plus tard que le coût final du mariage de Claire était de $230 000. $230 000. Le nombre résonnait dans ma tête comme un cri. Ils avaient dépensé près de 3 fois ce qui aurait pu sauver la vie d'Ethan pour une seule journée de célébration. Le lieu seul coûtait $80 000, à peu près ce que j'avais supplié d'avoir. Les fleurs coûtaient $15 000. La nourriture coûtait $40 000. La robe coûtait $12 000. J'ai appris ces chiffres progressivement grâce à des conversations surprises et aux mentions occasionnelles de ma mère. Elle n'avait aucune idée de ce que chaque chiffre me faisait, de la façon dont chaque montant en dollars ressemblait à une blessure au couteau. Ou peut-être qu'elle le savait et s'en fichait tout simplement. 2 semaines avant le mariage, Ethan a passé une journée particulièrement mauvaise. Son cœur était en train de lâcher prise, les moniteurs hurlant leurs avertissements, les infirmières se précipitant. Je me suis tenu à son chevet, serrant sa petite main, et j'ai regardé l'équipe médicale se battre pour le stabiliser. Ils ont réussi, mais le docteur Morrison m'a mis à part par la suite. Emily, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Des jours, peut-être une semaine. Je pense que vous devriez envisager d'appeler votre famille, tous ceux qui voudraient lui dire au revoir. J'ai appelé mes parents. Mon père a répondu, semblant distrait. Emily, nous sommes en plein milieu des préparatifs du dîner de répétition. Est-ce que ça peut attendre? Ethan est en train de mourir, ai-je dit, ma voix creuse. Le médecin dit des jours au maximum. Il y a eu une pause alors. Oh, Emily, je suis tellement désolé. Est-ce que tu as besoin qu'on vienne? Est-ce que j'ai besoin que vous veniez? Mon fils, leur petit-fils, était en train de mourir, et il me demandait si j'avais besoin qu'il vienne. Oui, ai-je dit. Je pense qu'Ethan aimerait vous voir. Bien sûr, nous allons essayer de passer demain. Nous avons la visite finale du lieu dans l'après-midi, mais peut-être le matin. Ils sont venus le lendemain, arrivant à 10 heures du matin avec des gobelets Starbucks à la main. Ils sont restés 15 minutes. Ethan était à peine conscient. Sa respiration était laborieuse même avec l'oxygène au maximum. Ma mère a un peu pleuré, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qui coûtait probablement plus cher que le petit déjeuner d'Ethan. Mon père se tenait raide près de la porte, regardant sa montre 2 fois. Nous devons y aller, a finalement dit mon père, la fleuriste nous attend à 11 heures. La fleuriste, ai-je répété d'un ton neutre, pour les centres de table. Il est important que nous fassions ça bien. Il n'y a pas de place pour les erreurs si près du mariage. Il semblait insensible à l'ironie de ces mots, se tenant dans une pièce où l'erreur ultime, choisir les fleurs plutôt que la famille, était sur le point de faire sa dernière victime. Ils sont partis avec des promesses de revenir bientôt, des promesses que je savais qu'ils ne tiendraient pas. Claire n'est jamais venue dire au revoir à son neveu. Elle était trop occupée par les urgences de mariage de dernière minute, comme le fait que le quatuor à cordes qu'elle avait engagé avait un violoncelliste qui était tombé malade et avait été remplacé. C'était apparemment une crise qui valait plusieurs appels téléphoniques frénétiques. Ethan est mort un mardi matin, 3 jours avant le mariage de Claire. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil, sa petite main dans la mienne. L'infirmière qui a constaté son décès a pleuré plus que mes parents ne l'auraient fait lorsque je les ai appelés pour leur annoncer. Les premiers mots de ma mère après que je lui ai dit qu'Ethan était parti, oh non. Oh, Emily. Non. Quel timing terrible. Un timing terrible. Parce que les funérailles allaient interférer avec les préparatifs du mariage. C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental a changé en moi. Le chagrin était accablant. Mais en dessous, je sentais autre chose grandir, une compréhension froide et patiente. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je ferai le mien. Les funérailles étaient prévues pour le vendredi, 2 jours avant le mariage de Claire, le dimanche. Je n'ai pas demandé à mes parents de changer la date du mariage. Je n'ai pas demandé à Claire de le reporter. Je savais quelle serait la réponse, et je n'avais pas l'énergie de les entendre expliquer pourquoi leur fête était plus importante que l'enterrement de mon fils. Ce à quoi je ne m'attendais pas,
c'est qu'il me demande de changer la date des funérailles. Ma mère a appelé mercredi soir. Émilie, chérie, nous devons parler des préparatifs des funérailles. J'étais assise dans la chambre d'Ethan, entourée de ses affaires, son poster de dinosaure préféré, sa collection de pierres qu'il avait trouvée au parc, le kit scientifique que je lui avais acheté à Noël dernier et qu'il était trop malade pour utiliser. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vendredi est vraiment difficile pour nous. Nous avons la répétition du mariage cet après-midi et le dîner de répétition le soir. Tout est prévu, les acomptes sont payés. Pourrais-tu éventuellement déplacer les funérailles à jeudi ou peut-être la semaine prochaine? J'ai regardé le mur, incapable de traiter ce que j'entendais. Vous voulez que je change la date des funérailles de mon fils parce que cela entre en conflit avec la répétition d'un mariage? Ce n'est pas seulement la répétition, Émilie. C'est tout le calendrier. Nous avons des invités venant de loin, la famille de Jeffrey arrive d'Atlanta par avion. Ton père doit faire un discours au dîner. Nous ne pouvons pas manquer ça. Ethan est ton petit-fils, et nous serons là pour lui rendre hommage. Bien sûr, nous le serons, mais jeudi arrangerait tellement mieux tout le monde. Les pompes funèbres devraient pouvoir s'adapter au changement. Tout le monde. Ma voix est sortie plate, sans émotion. J'étais au-delà de la colère, au-delà de la douleur. J'étais entré dans un nouveau territoire où ressentir quoi que ce soit semblait impossible. Tout le monde serait plus à l'aise si nous enterrions mon fils de 8 ans un jour plus tôt pour que vous ne manquiez pas l'heure des cocktails. Ne fais pas ta dramatique, Émilie. Tu fais paraître ça pire que ce que c'est. Nous essayons de te soutenir, toi et Claire. Pourquoi ne peux-tu pas être plus flexible? Tu sais à quel point ce mariage est important pour ta sœur. J'ai raccroché. Je ne me faisais pas confiance pour dire quoi que ce soit d'autre. Les funérailles sont restées prévues pour le vendredi. Je me suis occupé de tout moi-même, j'ai payé avec l'argent que j'ai emprunté à mon directeur, qui avait été plus solidaire au cours de l'année écoulée que mes propres parents. C'était une petite cérémonie, avec seulement 20 personnes. Ma tante Teresa est venue, quelques professeurs de l'école, quelques parents d'anciens camarades de classe d'Ethan. Mes parents sont arrivés avec 45 minutes de retard, vêtus de vêtements clairement choisis pour les festivités du mariage à venir. Ils sont restés pour la cérémonie mais sont partis immédiatement après, évitant la petite réception que j'avais organisée dans mon appartement. Nous devons vraiment y aller, a dit ma mère, embrassant ma joue avec des lèvres qui entraient à peine en contact. Claire est en crise à propos du plan de table, mais c'était une belle cérémonie, Émilie. Très bon goût. Bon goût. Les funérailles de mon fils étaient de bon goût. Je les ai regardés partir, je les ai regardés s'éloigner en voiture vers leur rendez-vous important et leurs urgences critiques, et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi se transformer en pierre. Le chagrin était toujours là, écrasant et absolu, mais il était contenu maintenant, enfermé derrière un mur de clarté glaciale. Le samedi, je l'ai passé seul dans mon appartement, entouré de cartes de condoléances et de factures médicales. La campagne de financement participatif qui avait permis de collecter 12 000 $ avait été clôturée. L'argent avait été dépensé il y a des mois pour des traitements qui n'avaient fait que retarder l'inévitable. Je devais 73 000 $ de dette médicale, j'avais épuisé mes cartes de crédit pour un montant total de 25 000 $ supplémentaires, et mon loyer était en retard de 2 mois. La mort d'Ethan n'avait pas mis fin à mon cauchemar financier. Elle l'avait juste rendu inutile. Mon téléphone vibrait avec des messages de parents et d'amis éloignés me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je n'ai pas répondu. Ce dont j'avais besoin était impossible. J'avais besoin de récupérer mon fils. J'avais besoin que mes parents soient des personnes différentes. J'avais besoin de me réveiller et de découvrir que l'année passée avait été un cauchemar. Dimanche matin, jour du mariage de Claire. Je me suis réveillé à l'aube. Je n'avais pas prévu d'y penser, je ne voulais pas reconnaître que cela se produisait. Mais mon téléphone s'est illuminé avec un texto de ma mère. J'aimerais que tu sois là pour partager cette journée spéciale. Claire est absolument magnifique. J'ai regardé ce message pendant longtemps. J'aimerais que tu sois là. Comme si j'avais simplement choisi de ne pas y assister, comme si je le manquais à cause d'un conflit d'horaire plutôt que parce que j'avais enterré mon fils 2 jours plus tôt. Je me suis habillé et je suis allé me promener. Columbus était magnifique à la fin du mois d'octobre, les feuilles jaunissant et rougissant. Ethan adorait l'automne. Nous avions prévu d'aller à la ferme de citrouilles cette année, une chose de plus qui n'arriverait jamais.
Mon téléphone a continué de vibrer toute la journée, avec des photos du mariage. Ma mère m'avait ajouté à une sorte de conversation de groupe avec la famille élargie. J'ai regardé les images se charger une par une, le lieu de réception en Toscane photographié à l'heure dorée, Claire dans sa robe de créateur, une robe qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, les arrangements floraux élaborés et excessifs, le gâteau à 5 étages, la tour de champagne, le quatuor à cordes jouant sur une terrasse surplombant les collines de vignobles. 230 000 $ de célébration alors que le corps de mon fils reposait dans un cimetière où je ne pouvais même pas encore me permettre une pierre tombale décente. J'ai fait défiler les photos avec un étrange sentiment de détachement. Tout le monde avait l'air si heureux, mon père dans son smoking, rayonnant de fierté, ma mère, élégante dans sa robe de mère de la mariée qui coûtait probablement 3 000 $, Claire et son nouveau mari, les visages rayonnants de joie et de possibilités, les membres de la famille élargie que j'avais appelés pour leur demander de l'aide, maintenant vêtus de leurs plus beaux habits, célébrant avec du champagne qui coûtait plus cher par bouteille que ce qu'ils avaient donné au fond d'eux. Traitement d'Ethan. Une photo montrait mes parents en train de danser, la tête de ma mère rejetée en arrière en riant. La légende disait, la plus belle journée de tous les temps. Tellement béni. J'ai posé mon téléphone et je suis allé à la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais perdu 7 kilos au cours du mois dernier, et mes yeux étaient enfoncés, cernés d'ombres sombres. J'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans. J'avais l'air de quelqu'un qui avait vu son enfant mourir pendant que sa famille faisait la fête. Cette nuit-là, seul dans mon studio, je me suis fait une promesse. Ce n'était pas fini. Ils pensaient pouvoir se débarrasser de la vie d'Ethan, se débarrasser de moi, et passer à leur joyeuse célébration sans conséquence. Ils pensaient que leur argent, leur statut social et leurs priorités égocentriques pouvaient les mettre à l'abri de toute responsabilité. Ils avaient tort. Je ne savais pas encore comment, mais je leur ferai comprendre ce qu'ils avaient fait. Je leur ferai ressentir une fraction de ce que j'avais ressenti. Pas exactement de la vengeance, mais de la justice, un règlement de compte. J'ai sorti un cahier et j'ai commencé à tout écrire, chaque conversation, chaque refus, chaque montant en dollars. J'ai documenté la chronologie, quand j'avais demandé de l'aide, quand ils avaient refusé, quand la planification du mariage de Claire avait commencé, quand Ethan est mort. J'ai écrit qui était aux funérailles, qui ne l'était pas. J'ai noté toutes les dépenses que ma mère avait mentionnées pour le mariage. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire de ces informations, mais je savais que j'en avais besoin, des preuves, un témoignage, un registre de tout ce qui avait été enlevé à Ethan, à moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto de ma mère. De retour d'Italie. Épuisée, mais tellement heureuse. La première danse de Claire et Jeffrey était magique. Je vais t'envoyer la vidéo. J'ai répondu, contente que tu aies passé un bon moment. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Enfin, nous passerons la semaine prochaine pour prendre de tes nouvelles. Je suis sûr que tu te sens mieux maintenant. Se sentir mieux. Comme si le deuil fonctionnait selon un calendrier. Comme si une semaine après la mort de votre enfant, on s'attendait à ce que vous soyez rétabli et prête à entendre parler de la magie de la fête de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. Les semaines qui ont suivi le mariage se sont déroulées dans une brume grise. Je suis retourné au travail, traversant mes journées comme un fantôme. Mes élèves étaient gentils, plus doux avec moi qu'ils ne l'avaient jamais été. L'administration m'avait accordé un long congé de deuil, mais j'avais refusé. J'avais besoin de la structure, j'avais besoin de quelque chose pour remplir les heures qui étaient autrefois consacrées aux rendez-vous médicaux, aux horaires de médicaments et à l'espoir. Mes parents appelaient de temps en temps, de brefs points de contrôle qui ressemblaient plus à des obligations qu'à une véritable préoccupation. « Comment tu tiens le coup ?» demandait-il, puis il remplissait le silence avec des nouvelles sur la lune de miel de Claire, sur les projets de rénovation qu'il prévoyait, sur les plans pour les fêtes de fin d'année. Il ne mentionnait jamais Ethan. C'était comme s'il n'avait jamais existé, comme si le fait de reconnaître son absence pouvait gâcher leur bonne humeur. Claire a envoyé un seul texto, « Je suis désolé pour tout. J'espère que nous pourrons passer à autre chose. » Passer à autre chose. Passer à autre chose que de regarder mon fils mourir, passer à autre chose que d'être abandonné par ma famille, passer à autre chose que le fait qu'elle ait eu un mariage à 230 000 $ pendant que mon enfant étouffait à mort parce que nous n'avions pas les moyens de payer le traitement. Je n'ai pas répondu non plus. En décembre, 2 mois après la mort d'Ethan, mes parents m'ont invité au dîner de Noël. J'ai failli refuser, mais la curiosité a pris le dessus.
Je voulais les voir, comprendre comment ils vivaient avec ce qu'ils avaient fait. Leur maison était décorée comme quelque chose qui sortait d'un magazine, un arbre de 3,5 mètres, décoré par des professionnels, des guirlandes et des lumières sur toutes les surfaces. L'odeur d'un traiteur coûteux remplissait l'air. Claire et Jeffrey étaient déjà là quand je suis arrivé, ils avaient l'air bronzés et détendus de leur lune de miel à Bali. Émilie. Ma mère m'a embrassé, son parfum était envahissant. Je suis si contente que tu sois venue. Tu nous as manqué. Je suis resté raide dans son étreinte. Merci de m'avoir invité. Le dîner était élaboré, côte de bœuf, queue de homard, accompagnement dont je ne connaissais pas le nom, vin que mon père a fièrement annoncé coûter $200 la bouteille. Tout le monde parlait et riait, partageant des histoires du mariage, de la lune de miel, de leur vie confortable. Je suis resté assise tranquillement, faisant glisser la nourriture dans mon assiette. Émilie, tu es si silencieuse, a dit Claire, sa voix portant ce ton inquiet qui n'atteignait pas ses yeux. Tu vas bien? Je vais bien. Tu sais, Jeffrey et moi y pensions. Peut-être devrais-tu envisager de déménager ailleurs. Un nouveau départ pourrait t'aider à guérir. Columbus a trop de tristes souvenirs maintenant. Je l'ai regardée, cette femme qui était ma sœur de nom seulement. Où irais-je? Je ne sais pas. Quelque part moins cher, peut-être. Je sais que tu as des difficultés financières. La société de Jeffrey a un bureau à Kansas City. Le coût de la vie est beaucoup plus bas. Nous pourrions t'aider à trouver quelque chose. M'aider à déménager. Supprimer le rappel inconfortable de leur choix. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Un autre mensonge. Mon père s'est éclairci la gorge. Émilie, ta mère et moi avons discuté de ta situation. Nous pensons que tu devrais envisager la faillite. C'est la chose responsable à faire compte tenu de ta dette. La faillite pour tes factures médicales. Tu ne les rembourseras jamais avec un salaire d'enseignante. Mieux vaut simplement faire table rase du passé et recommencer. Recommencer. Comme si Ethan était une erreur à corriger, une erreur financière à effacer. Nous pourrions t'aider à trouver un bon avocat spécialisé dans les faillites, a ajouté ma mère. Ton père en connaît plusieurs. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Vous savez ce qui aurait aidé? $85 000 il y a 15 mois. La table s'est tue. Claire a regardé Jeffrey avec malaise. Le sourire de ma mère s'est figé. Émilie, a dit mon père, sa voix portant un avertissement. Nous en avons déjà parlé. Vraiment? Parce que je ne me souviens pas que nous en ayons vraiment discuté. Vous avez dit non, et c'est tout. Nous avons pris une décision difficile en fonction de notre situation financière. Votre situation financière? J'ai fait un geste autour de la pièce. Ça ne ressemble pas à des difficultés financières. Le mariage à $230 000 ne suggère pas de difficultés financières. Le visage de Claire est devenu rouge. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je me suis levé, ma chaise grinçant contre leur parquet coûteux. Vous avez dépensé près de 3 fois ce qui aurait pu sauver la vie d'Ethan en une seule journée. Une fête. Des fleurs, un gâteau et une robe que vous ne porterez qu'une seule fois. Émilie, ça suffit, a dit mon père, se levant également. Son visage était rouge, en colère. Nous avons fait le choix que nous pensions être le bon. Nous n'allons pas nous excuser de soutenir le bonheur de ta sœur. Et la vie d'Ethan. Qu'en est-il de soutenir cela? Il était malade, a dit ma mère, sa voix tremblant. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucune garantie que le traitement fonctionnerait. Nous n'allions pas jeter de l'argent par les fenêtres pour quelque chose qui pourrait même ne pas servir à rien. Mais vous jetteriez 2 fois plus d'argent dans des cadeaux d'invités et des centres de table qui finiraient à la poubelle le lendemain. Sors d'ici, dit mon père. Si tu comptes être irrespectueux, tu peux partir. J'ai pris mon manteau. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Tu es juste amère parce que ta vie ne s'est pas déroulée comme tu le voulais. Claire m'a crié après, ce n'est pas de notre faute si tu as fait de mauvais choix. Je me suis arrêté à la porte et me suis retourné. Ils étaient tous debout maintenant, un front uni contre moi, mes parents, ma sœur, son mari. Tous confortables, en sécurité, se croyant juste dans leur position. De mauvais choix, ai-je répété, comme faire confiance à sa famille, comme croire que les liens du sang signifient quelque chose, comme penser que vous choisiriez votre petit-fils plutôt qu'une fête.
Je suis sorti dans la nuit froide de décembre et je suis monté dans ma voiture déglinguée. Je suis resté assis là un moment, les observant à travers la vitre reprendre leur place pour leur dîner coûteux, probablement en train de me qualifier de dramatique, instable, ingrat. C'était la dernière fois que j'ai parlé à l'un d'eux pendant 4 ans. La vie a continué parce que c'est ce qu'elle fait. J'ai fait faillite, comme mon père l'avait suggéré, effaçant la majeure partie de mes dettes médicales, mais détruisant mon crédit pour les années à venir. J'ai déménagé dans un appartement moins cher dans un quartier plus pauvre. J'ai pris des cours particuliers le soir et l'été pour joindre les deux bouts. J'existais, mais je ne vivais pas. J'ai aussi planifié. Je ne pouvais pas les toucher pour l'instant. J'étais trop impuissant, trop brisé, trop consumé par le chagrin et la survie. Mais j'étais patient. J'ai regardé de loin, suivant leur vie à travers les comptes de médias sociaux qu'ils ne réalisaient pas que je pouvais encore voir. J'ai tout documenté, ajoutant des notes à mes cahiers. J'ai attendu. Claire est tombée enceinte 1 an après son mariage. Ma mère a publié des mises à jour constantes sur la grossesse, la fête de naissance, les préparatifs de la chambre d'enfant. Le bébé, une fille nommée Sophia, est arrivée en bonne santé et parfaite. Les photos montraient mes parents rayonnants, tenant leur première petite fille, comme si Ethan n'avait jamais existé, comme si Sophia était leur première et unique. J'ai vu un commentaire sur la publication Facebook de ma mère d'un cousin éloigné, « Votre première petite fille. » Tellement excitant. La réponse de ma mère, « Oui, nous sommes aux anges. » Pas une correction, même pas une reconnaissance qu'un autre petit-fils avait existé, était mort, avait compté. Ethan avait été effacé du récit familial. J'ai pris une capture d'écran et l'ai ajoutée à ma collection. 2 ans après la mort d'Ethan, je suis retourné à l'école, cours en ligne le soir, travaillant à l'obtention d'une maîtrise en administration de l'éducation. J'ai été promu directeur adjoint après 3 ans. L'augmentation de salaire était modeste, mais c'était un progrès. Je construisais quelque chose lentement et délibérément. J'ai aussi commencé à économiser de l'argent. Chaque dollar supplémentaire a été versé sur un compte séparé, que je n'ai jamais touché. Je ne savais pas exactement pourquoi j'économisais, mais je savais que j'aurais besoin de ressources un jour. Le pouvoir exigeait du capital. Pendant ces années, mes parents ont essayé de me contacter de temps en temps, des cartes d'anniversaire avec des messages génériques, des cadeaux de Noël envoyés par la poste, généralement des cartes cadeaux dans des magasins où je ne faisais pas mes achats. Mon père a appelé une fois pour me dire qu'ils avaient mis en place un petit fonds d'études pour Sophia et se demandait si je voulais y contribuer. Je lui ai raccroché au nez. Claire a envoyé une annonce de naissance quand elle a eu son 2e enfant, un garçon nommé Jackson. La carte présentait une photo professionnelle de leur famille parfaite, des vêtements coûteux et des sourires sincères. Au dos, quelqu'un avait écrit « J'espère que tu vas bien », comme une pensée après coup. J'ai gardé chaque carte, chaque annonce, chaque rejet désinvolte, des preuves. 4 ans après la mort d'Ethan, j'étais directeur d'un collège prospère, gagnant assez pour vivre confortablement. Bien que j'ai gardé un style de vie modeste, je m'étais reconstruit à partir de rien, créant une vie qui avait un but et un sens, même sans la personne qui lui avait donné les deux. J'avais également continué à suivre les activités de ma famille. Le mari de Claire, Jeffrey, avait été promu vice-président dans son entreprise. Ils avaient acheté une plus grande maison dans un quartier huppé. Mes parents s'étaient mis au golf, rejoignant un country club coûteux. Ils voyageaient fréquemment, postant des photos de plages et de villes européennes. La vie était belle pour eux, plus que belle. Puis, au début du printemps, quelque chose a changé. J'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet indiquait « Affaire familiale importante ». J'ai failli le supprimer comme spam, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Émilie, c'est ta tante Teresa. Je te contacte parce que je pense que tu devrais savoir que ton père a perdu son emploi il y a 3 mois. Il essaie de le garder secret, mais la situation est grave. L'ensemble de son compte de retraite a été investi dans les actions de son entreprise, qui se sont effondrées lorsque l'entreprise a fait faillite. Tes parents ont presque tout perdu. Ils sont confrontés à une saisie de leur maison. Je sais que toi et eux n'êtes pas proches, mais je pensais que tu voudrais le savoir. Ton père est trop fier pour demander de l'aide, mais ils en ont besoin. S'il te plaît, appelle-moi si tu peux. Avec amour, Teresa. J'ai lu l'email 3 fois. Puis je suis allé sur mon ordinateur et j'ai commencé à chercher. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver les articles de presse.
L'entreprise pour laquelle mon père travaillait, une entreprise manufacturière régionale, avait été prise dans un vaste scandale de fraude. Le PDG était confronté à des accusations fédérales. L'entreprise avait déclaré faillite et des milliers d'employés avaient perdu leur emploi et leurs économies de retraite. Le nom de mon père est apparu dans plusieurs articles en tant que l'un des cadres supérieurs qui avait tout perdu. Je me suis assis et j'ai regardé l'écran. Après toutes ces années, après avoir construit leur vie confortable sur la tombe du souvenir de mon fils, ils avaient tout perdu. Karma, certains pourraient l'appeler. Justice, d'autres diraient. Je n'avais pas de nom pour ce que je ressentais. Ce n'était pas de la satisfaction exactement. C'était plus comme une reconnaissance. L'univers avait basculé, et soudain, je n'étais plus impuissant. Mon téléphone a sonné une semaine plus tard. Le numéro de ma mère. Je l'ai regardé, l'écoutant sonner, puis aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé le lendemain et le jour suivant. Je n'ai jamais répondu. Puis, un soir de mai, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mon père qui se tenait là. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, plus gris, plus mince, diminué. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne engagée. Oui. Émilie. Sa voix s'est brisée sur mon nom. S'il te plaît, nous devons parler. De quoi? Puis-je entrer? Non. Il a tressailli. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Nous avons besoin d'aide. De l'aide, ai-je répété, le mot ayant un goût étrange dans ma bouche. J'ai perdu mon emploi. Tu l'as probablement appris. Nous avons de graves problèmes financiers. La maison est en cours de saisie. L'assurance maladie de ta mère est expirée, et elle a des problèmes de santé qui doivent être résolus. Nous demandons de l'aide à nos filles. Claire et Jeffrey font ce qu'ils peuvent, mais ils ont leur propre famille à charge. Nous pensions que tu pourrais peut-être contribuer quelque chose, même un petit montant. Un prêt peut-être que tu pourrais rembourser quand ta situation s'améliorera. Je l'ai regardé à travers l'espace dans la porte. Quand ma situation s'améliorera? Je sais que tu vas mieux maintenant. J'ai vu en ligne que tu es directrice. Cela doit bien payer. Nous ne demanderions pas si nous n'étions pas désespérés. Désespéré, ai-je dit doucement. C'est intéressant. Je me souviens avoir été désespéré une fois. Son visage s'est coloré. Émilie, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de remuer le passé. N'est-ce pas? J'ai souri, et ce n'était pas une expression gentille. Vous me demandez de l'argent parce que vous êtes confronté à la ruine financière. Cela me semble familier. C'est différent. Comment? Nous sommes tes parents, et Ethan était ton petit-fils. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. De combien avez-vous besoin, ai-je finalement demandé. L'espoir a brillé dans ses yeux. Nous devons environ 90 000 $ sur la maison. Si nous pouvions trouver ce montant, nous pourrions la garder, mais n'importe quoi aiderait. Même 20 ou 30 000 $ nous donneraient le temps de trouver une solution. 90 000 $. Plus que ce qui aurait pu sauver Ethan. J'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et j'ai fermé la porte à sa figure. Derrière la porte fermée, je me suis appuyé contre le mur et j'ai souri. Enfin, après 4 ans d'attente, de planification, de reconstruction à partir de rien, l'opportunité que j'attendais était arrivée. Maintenant venait le règlement de compte. Je n'ai pas contacté mes parents pendant 2 semaines. Laissez-les attendre. Laissez-les se demander. Laissez-les ressentir l'anxiété de l'incertitude. Chaque jour qui passait, leur situation devenait plus désespérée. Je le savais parce que j'avais commencé à consulter les listes publiques de saisie. Leur maison, la maison où j'avais grandi, était prévue pour une vente aux enchères dans 45 jours. Pendant ces 2 semaines, ma mère a appelé 17 fois. Mon père a appelé 9 fois. Claire a envoyé 3 longs messages textes expliquant comment nos parents avaient toujours fait de leur mieux, comment ils étaient de bonnes personnes qui avaient fait quelques erreurs, comment la famille était censée pardonner et s'entraider. L'ironie lui échappait apparemment. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai fait des recherches. J'ai examiné leur situation financière aussi complètement que possible de l'extérieur. La maison valait environ 320 000 $,
et ils devaient 90 000 $. Ils avaient des capitaux propres, mais pas assez pour recommencer dans un endroit agréable. Ils devraient déménager dans un appartement modeste, peut-être dans un quartier moins désirable. Ils devraient apprendre à vivre avec la sécurité sociale et tout ce que mon père pourrait récupérer d'un nouvel emploi si quelqu'un voulait embaucher un cadre déshonoré de 63 ans. Ce serait difficile pour eux, humiliant, un renversement complet de la vie confortable qu'ils avaient bâtie. Mais ils survivraient. C'était la différence entre leur situation et ce qu'Ethan avait affronté. Ils n'allaient pas mourir. Ils allaient juste être mal à l'aise. Le 15e jour, j'ai finalement rappelé mon père. Emily. Il avait l'air essoufflé, désespéré. Dieu merci. J'avais tellement peur que tu n'appelles pas. J'ai réfléchi à votre demande. Et je pouvais entendre l'espoir dans sa voix, pathétique et nue. Je veux vous rencontrer tous. Toi, maman et Claire. Nous devons avoir une conversation. Bien sûr. Bien sûr. Quand? Où? Nous pouvons venir chez toi, ou nous pouvons nous rencontrer dans un endroit neutre. Ce que tu préfères. Mon appartement samedi à 14 h. Nous serons là. Merci, Emily. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour nous. J'ai raccroché sans répondre. Samedi est arrivé froid et gris. Météo appropriée pour ce que j'avais prévu. J'avais passé la matinée à préparer, à disposer des chaises dans mon petit salon, à poser un dossier sur la table basse. J'avais imprimé des documents, les avais organisés chronologiquement. Tout était prêt. Ils sont arrivés à exactement 14 h, tous les trois. Mon père avait l'air pire que lorsqu'il était à ma porte, son costume pendant sur une silhouette qui avait perdu du poids. Ma mère semblait avoir vieilli d'une décennie, ses cheveux plus gris que dans mon souvenir, son visage sillonné d'inquiétude. Claire avait l'air mal à l'aise, vêtue trop formellement pour mon appartement minable, agrippant son sac à main de marque comme un bouclier. Emily, dit ma mère, faisant un mouvement comme pour me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Asseyez-vous. Ils se sont installés sur mon canapé d'occasion, assis les uns près des autres comme des enfants convoqués devant un directeur, ce qu'ils étaient, je suppose. Je suis resté debout. Vous m'avez demandé 90 000 $. Nous savons que c'est beaucoup, commença mon père, mais nous sommes prêts à offrir une garantie, à signer un contrat de prêt formel. Nous vous rembourserions avec intérêt. Comment, ai-je demandé sèchement. Vous n'avez aucun revenu. Maman ne travaille pas. Qu'est-ce que vous utiliseriez pour me rembourser? Je cherche du travail. Quelque chose va se présenter. À 63 ans. Avec votre réputation liée à un scandale de fraude. Il a tressailli. Ce n'était pas de ma faute. Je n'avais aucune idée de ce que faisait le PDG. L'ignorance n'est pas l'innocence. Vous étiez un cadre supérieur. Vous auriez dû le savoir. J'ai pris le dossier sur la table basse. Mais nous ne sommes pas ici pour discuter de vos échecs de carrière. Nous sommes ici pour discuter de votre demande d'argent. Allez-vous nous aider? Ma mère a demandé, sa voix faible. Cela dépend. J'ai d'abord quelques questions. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier document. Vous souvenez-vous de cette conversation? Le 16 mai, il y a 4 ans. Je suis venu vous voir et je vous ai demandé 85 000 $ pour payer le traitement d'Ethan. Le visage de ma mère est devenu pâle. Emily, nous avons déjà parlé de ça. Vraiment? Parce que je ne pense pas que nous l'ayons fait. Pas vraiment. Pas honnêtement. J'ai brandi le document, une impression de ma page de financement participatif d'origine avec le coût du traitement clairement indiqué, 85 000 $. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas vous le permettre, que vous deviez penser à votre propre retraite, que je devais être réaliste. Nous avons pris la meilleure décision possible à ce moment-là, dit mon père d'un ton rigide. Vraiment? J'ai sorti un autre papier. Voici un reçu de la planificatrice de mariage de Claire. Coût total des services, 230 000 $, payé en totalité par vous, 18 mois après que vous m'ayez dit que vous ne pouviez pas vous permettre 85 000 $ pour sauver la vie de votre petit-fils. Claire s'est levée. Ce n'est pas juste. Tu déformes tout. Asseyez-vous, ai-je dit, ma voix assez dure pour qu'elle obéisse. Je n'ai pas fini. J'ai sorti d'autres documents, les posant sur la table basse un par un. Lieu de mariage 80 000 $.
Fleurs 15 000 $. Traiteur 40 000 $. Robe 12 000 $. Photographe 8 000 $. Divertissement 10 000 $. Dois-je continuer? Que voulez-vous de nous? Demanda mon père. Des excuses. Très bien. Nous sommes désolés. Nous avons fait une erreur. C'est ce que vous voulez entendre? Une erreur, ai-je répété doucement. Vous pensez que choisir une fête plutôt que la vie de votre petit-fils était une erreur? Nous ne savions pas qu'il allait mourir, murmura ma mère. Si, vous le saviez. Les médecins vous l'ont dit. Je vous l'ai dit. Vous le saviez, et vous ne vous en souciez pas assez pour aider. J'ai sorti un autre document, celui qui faisait le plus mal à regarder. Une photo d'Ethan dans son lit d'hôpital prise 2 semaines avant sa mort. Voilà ce que 85 000 $ aurait sauvé. Cet enfant, votre petit-fils, vous en souvenez-vous? Ma mère a commencé à pleurer. Claire détourna le regard. Mon père fixait la photo avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Émilie, s'il te plaît, dit ma mère à travers ses larmes. Nous savons que nous t'avons manqué. Nous savons que nous aurions dû faire plus, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons que demander ta clémence maintenant. Clémence? Je replaçai soigneusement la photo dans le dossier. C'est intéressant. Je ne me souviens pas avoir reçu beaucoup de clémence quand je vous ai supplié de m'aider. Quand j'ai vendu tout ce que je possédais, quand j'ai utilisé toutes mes cartes de crédit au maximum, quand j'ai déménagé dans un studio et mangé des ramen pour pouvoir payer les médicaments d'Ethan. Nous n'avions pas compris à quel point c'était grave, dit mon père. Vraiment pas? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je vous ai montré les factures médicales. J'ai expliqué que sans traitement, il mourrait. Quelle partie de cela n'était pas claire? Silence. Mais vous avez parfaitement compris à quel point le mariage de Claire était important. Vous avez compris que les centres de table devaient être exactement comme il faut, que le lieu devait être parfait, que votre fille méritait le meilleur que l'argent puisse acheter. Je m'assis en face d'eux, ma voix calme et mesurée. Voici ce que j'ai appris au cours des 4 dernières années. Vous n'avez pas aidé Ethan parce que vous ne vouliez pas. Ce n'était pas une question d'argent. Vous aviez l'argent. Vous avez prouvé qu'il s'agissait d'un choix. Vous avez choisi ce qui comptait pour vous. Ce n'est pas vrai, protesta Claire. Ils essayaient de protéger leur retraite, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont dépensé près de 3 fois leur souci de retraite pour ton mariage. Les chiffres ne mentent pas, Claire. Les priorités ne mentent pas. Mon père se pencha en avant. Émilie, je comprends que tu sois en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais vas-tu vraiment nous punir maintenant alors que nous avons le plus besoin de toi? Vas-tu être aussi cruel que tu penses que nous l'avons été? Cruel, dis-je, en savourant le mot. Est-ce cruel de faire des choix en fonction de ce qui compte pour vous? Est-ce cruel de décider que vos ressources devraient être consacrées à vos propres priorités plutôt qu'à la crise de quelqu'un d'autre? Parce que c'est ce que vous m'avez appris. C'est la leçon que vous m'avez donnée quand Ethan se mourait. Alors, tu ne veux pas nous aider, dit ma mère d'un ton neutre. Je n'ai pas dit ça. Je pris le dossier et sortis un chèque que j'avais préparé. Je suis prête à vous donner 90 000 $. L'espoir fleurit sur leur visage, désespéré et immédiat. Cependant, continuai-je, il y a des conditions. N'importe quoi, dit rapidement mon père. Nous signerons tout ce que tu veux. Plan de remboursement, intérêt, garantie. Il ne s'agit pas d'un remboursement. Je posai le chèque sur la table entre nous. Il était libellé pour 90 000 $, daté d'aujourd'hui. La première condition est que vous reconnaissiez ici et maintenant que vous avez choisi le mariage de Claire plutôt que la vie d'Ethan, que vous aviez l'argent et que vous avez refusé d'aider. Je veux vous entendre le dire. Ils me fixèrent. Claire regarda ses parents. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Elle essaie de vous humilier. Oui, acquiesçai-je. Je fais exactement comme vous m'avez humilié quand j'ai imploré de l'aide. Quand je me suis tenu sur votre seuil avec des factures médicales et que vous m'avez dit d'être réaliste, quand j'ai enterré mon fils seul parce que vous aviez un dîner de répétition. Alors, oui, je veux que vous disiez à haute voix que vous avez fait un choix et qu'Ethan est mort à cause de ça. Ma mère pleurait encore plus maintenant. Le visage de mon père était rouge, mais ils avaient besoin de ce chèque. Ils en avaient désespérément besoin. Nous avons choisi le mariage, dit finalement mon père, sa voix à peine audible.
Nous avions l'argent, et nous avons choisi de le dépenser pour le mariage de Claire plutôt que pour le traitement d'Ethan. Et, insistai-je, il est mort parce que nous ne l'avons pas aidé. Maman, je regardais ma mère. Nous aurions dû t'aider, murmura-t-elle. Nous aurions dû le sauver. Nous avons eu tort. Je me tournai vers Claire. Et toi? Quel est ton rôle dans tout ça? Je ne savais pas, dit-elle rapidement. Je ne savais pas qu'il refuserait d'aider Ethan. Vraiment pas? Tu ne t'es jamais demandé d'où venait l'argent pour ton mariage somptueux. Tu n'as jamais trouvé étrange que je te demande de déplacer ton enterrement de vie de jeune fille parce qu'Ethan était à l'hôpital et que tu as refusé. Tu n'as jamais remis en question le fait d'organiser ton mariage 3 jours après les funérailles de ton neveu. Elle n'avait pas de réponse. Voici la deuxième condition, continuai-je. Vous prenez cet argent, vous sauvez votre maison, et vous ne me contactez plus jamais. Pas de carte d'anniversaire, pas de cadeau de Noël, pas d'appel téléphonique. Vous me retirez complètement de vos vies, comme vous avez retiré Ethan de vos mémoires. Vous retournez à faire comme si je n'existais pas. Émilie, tu ne peux pas penser ça, dit ma mère. Nous sommes de la famille. Non, la corrigeai-je. Nous partageons de l'ADN. La famille, c'est autre chose. La famille se montre présente. La famille se sacrifie. La famille ne laisse pas les enfants mourir pendant qu'elle planifie des fêtes. Je me levai et me dirigeai vers ma porte, l'ouvrant. Ce sont mes conditions. Prenez le chèque ou laissez-le. Vous avez 60 secondes pour décider. Ils se regardèrent. Une conversation silencieuse qui se déroulait dans des regards et des expressions. Je les observais calculer. Je les observais peser leur fierté contre leur désespoir. Il leur fallut 43 secondes. Mon père prit le chèque. Nous acceptons tes conditions, dit-il, sa voix creuse. Bien. Il y a un document sur la table à côté du chèque. C'est un accord formel que vous n'aurez plus aucun contact avec moi. Signez-le. Ils signèrent sans le lire, ce qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur désespoir. La signature de mon père était tremblante. Ma mère pouvait à peine tenir le stylo à cause de ses larmes. Claire signa avec des traits anguleux et rageurs, son visage rouge de rage contenue. Quand ils eurent terminé, je ramassai le document et leur tendis le chèque. Vous pouvez y aller maintenant. Émilie, commença mon père, mais je le coupai. Vous avez accepté les conditions. Pas de contact signifie pas de contact. Partez. Ils sortirent en silence, ma mère pleurant, les épaules de mon père affaissées, Claire marchant raide à leur côté. Je fermai la porte derrière eux et la verrouillai. Puis je me dirigeai vers ma chambre et ouvris mon ordinateur portable. Je consultai mon compte bancaire et regardai le solde. Les 90 000 $ que je venais de leur donner avaient été transférés de mes économies ce matin. Ce compte affichait maintenant 12 000 $ restants. Des années d'économie minutieuse, de vie modeste, de mise de côté de chaque sou supplémentaire, réduite à presque rien. Mais je n'avais pas terminé. J'ouvris ma messagerie et composai un message à ma tante Teresa, le seul membre de la famille qui s'était vraiment soucié de moi au fil des ans. J'y joignis un document, une lettre que j'avais écrite il y a des mois, attendant le bon moment pour l'envoyer. Tante Teresa, je voulais que tu saches ce qui s'est réellement passé avec Ethan. J'ai joint une chronologie complète des événements, y compris toutes les demandes d'aide que j'ai faites et les réponses que j'ai reçues. J'ai également inclus des documents sur les dépenses que mes parents ont engagées au cours de cette même période, notamment en ce qui concerne le mariage de Claire. Je pense que la famille devrait connaître la vérité. S'il te plaît, partage cela avec tous ceux qui devraient, à ton avis, le voir. Je t'embrasse, Émilie. Je cliquai sur envoyer. Le document que j'avais joint était complet. Chaque conversation, chaque refus, chaque dépense de mariage, chaque facture d'hôpital, la photo d'Ethan dans son lit d'hôpital, des captures d'écran des publications Facebook de ma mère appelant Sophia sa première petite fille, la chronologie montrant comment mes parents ont assisté au dîner de répétition de Claire au lieu de la réception funéraire d'Ethan. Tout était exposé de manière chronologique et indéniable. Ma tante Teresa avait un vaste réseau familial étendu. C'était le genre de personne qui transférait des emails à des dizaines de personnes, qui partageaient tout sur les réseaux sociaux. Demain, tout le monde saurait. Les amis de mes parents, leur country club, leur église, leurs voisins. La vérité se répandrait comme une traînée de poudre. Le chèque que je leur avais donné serait encaissé.
Ils garderaient leur maison. Mais ils perdraient quelque chose de plus précieux, leur réputation, leur statut social confortable, l'image qu'ils avaient soigneusement construite d'être des parents et des grands-parents généreux et aimants. Tout le monde saurait ce qu'ils avaient vraiment choisi, ce qu'ils avaient vraiment valorisé. On frappa à ma porte 1 heure plus tard. Je regardai par le Judas et vis Claire debout seule, son visage furieux. J'ouvris la porte, mais ne l'invitai pas à entrer. Tu as signé un accord de ne pas me contacter. Cet email que tu as envoyé. Tu ne peux pas faire ça. Tu ruines leur vie. Je dis la vérité. Il y a une différence. Tu es vindicative et cruelle. Tu les détruis par dépit. Non, dis-je calmement. Je leur donne exactement ce qu'ils m'ont donné. Des conséquences. Les actions ont des conséquences, Claire. Ils ont fait des choix, et maintenant ils doivent vivre avec. Tout comme j'ai dû vivre en regardant mon fils mourir. Ils t'ont donné 90 000 $. Ils m'ont rendu une fraction de ce qu'ils ont volé à Ethan, à moi. Et ils ne l'ont fait que parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. S'ils n'étaient pas désespérés, m'auraient-ils aidé? Nous connaissons toutes les deux la réponse. Tu ne vas jamais laisser tomber, n'est-ce pas? Tu vas nous haïr pour toujours. Je ne vous hais pas, dis-je, et je réalisais que c'était vrai. La haine exige de l'attention. Je ne me soucie plus de vous. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez choisi une fête plutôt que la vie de mon fils. Maintenant, vous n'êtes que des étrangers qui se trouvent porter le même nom de famille que moi. Maman est dévastée. Papa a l'air brisé. Est-ce que ça en valait la peine? Demande à Ethan si ça en valait la peine. Oh, attends. Tu ne peux pas parce qu'il est mort. Le visage de Claire s'effondra. Tu es vraiment aussi impitoyable qu'il le disait. Impitoyable. Mon cœur s'est brisé il y a 4 ans et tu n'étais pas là pour le voir. Tu étais trop occupé à organiser ton mariage parfait et ta vie parfaite. Alors ne me parle pas d'impitoyable, Claire. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot. Elle se tourna et s'éloigna et je fermai la porte pour la dernière fois sur ma famille biologique. Au cours des mois suivants, j'ai appris par des voies indirectes ce qui leur était arrivé. Mes parents ont effectivement été ostracisés socialement. Les amis ont cessé d'appeler. L'adhésion au country club n'a pas été renouvelée discrètement. La fréquentation de l'église est devenue suffisamment gênante pour qu'ils cessent d'y aller. Ils ont gardé leur maison, mais elle est devenue une sorte de prison, un lieu où ils vivaient avec leur choix. Mon père a fini par trouver du travail en tant que consultant, gagnant une fraction de son ancien salaire. Ma mère a développé des problèmes d'anxiété et a commencé une thérapie. Claire et Jeff ont déménagé dans un autre état, mettant de la distance entre eux et le scandale. Leurs cartes de Noël, qui étaient autrefois des productions élaborées, ont complètement cessé d'arriver. J'ai entendu ma mère dire aux gens que j'étais morte, que c'était plus facile que d'expliquer pourquoi sa fille ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Je suppose que j'étais morte pour eux. La fille qui avait été reconnaissante pour les restes, qui avait accepté d'être la deuxième meilleure, qui avait ravalé sa douleur pour maintenir la paix. Cette personne n'existait plus. Quant à moi, j'ai continué à construire ma vie. J'ai fini par avoir des rendez-vous, mais avec prudence. Je me suis fait de vrais amis, le genre qui se montre présent quand les choses sont difficiles. J'ai voyagé dans des endroits qu'Ethan aurait aimé et j'ai dispersé ses cendres dans de beaux endroits du monde. J'ai vécu pour nous deux. Les 90 000 $ que j'avais donnés à mes parents en valaient la peine. Pas parce qu'ils méritaient de l'aide, mais parce que cela me donnait une conclusion. J'avais prouvé que j'étais la meilleure personne. Celle qui a fait preuve de clémence alors que personne n'en avait montré envers moi. Et puis je m'étais éloigné, les laissant vivre avec le poids de leur choix. Certains pourraient dire que j'ai été cruel. Que le vrai pardon signifie lâcher prise complètement, aider sans condition. Mais ces personnes n'ont jamais vu leur enfant mourir seul pendant que leur famille célébrait ailleurs. Ils n'ont jamais eu à choisir entre l'électricité et les médicaments. Ils n'ont jamais eu à enterrer leur bébé avec de l'argent emprunté tout en sachant qu'une fortune avait été dépensée pour des gâteaux et des fleurs. J'ai donné à mes parents ce qu'ils avaient demandé selon mes conditions. J'avais rempli mon obligation de fille une dernière fois, puis j'avais fermé cette porte pour toujours, tout comme ils avaient fermé la porte à Ethan quand il avait le plus besoin d'eux. En fin de compte, la vengeance n'était pas une question de cruauté. C'était une question de justice, d'équilibre, de s'assurer que les conséquences rencontraient les actions. Ils m'ont appris que la famille était conditionnelle,
que l'amour avait des limites, que certaines vies comptaient plus que d'autres. J'ai simplement rendu leurs leçons enveloppées dans un chèque qu'ils ne pouvaient pas refuser et une vérité à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Et j'ai avancé vers un avenir dont ils ne feraient jamais partie, portant avec moi le souvenir d'Ethan, enfin en paix.